Il existe sur Mars une structure intrigante, un carré. Un carré presque parfait, isolé au milieu de l'infini désert rouge. Et il paraît trop impeccable, trop rigoureusement dessiné, pour être d'origine naturelle. Le chaos règne dans la nature, qui confère rarement aux choses un aspect si délibéré. Serait-ce Bob l'éponge? Allons donc. Dès que l'image est apparue, Internet s'est enflammé, comme à son habitude. Elle s'est répandue à toute vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant une avalanche de théories. Certains y ont vu la preuve irréfutable qu'une civilisation intelligente avait jadis foulé les dunes martiennes. Examinons cela d'un peu plus près. L'image est bien réelle, et la formation qu'elle montre est très ancienne. Elle a été capturée en 2001 par la caméra Mars Orbiter de la NASA, immortalisant un infime fragment du paysage martien. Et là se trouvait notre carré. S'agit-il là d'une trace laissée par une intelligence? Mars est aujourd'hui un monde désertique, baigné de rouille et de silence. Mais il fut peut-être, dans un lointain passé, une planète très différente, parcourue de fleuves tumultueux, bordée de vastes océans et survolée de lourds nuages. Dans un environnement aussi propice, la vie, si elle en a eu l'opportunité, aurait pu s'établir. Et il se pourrait bien qu'elle l'ait fait. Les scientifiques estiment qu'une forme de vie aurait pu exister sur Mars pendant une courte période, comprise entre 4,1 et 3 milliards d'années. Elle aurait émergé durant l'époque noachienne et perduré jusqu'à la fin de l'époque hespérienne. Pendant ce temps, sur Terre, les premiers océans n'en étaient qu'à leur genèse. La vie y balbutiait encore, sous forme de bactéries microscopiques nichées dans les cheminées hydrothermales des profondeurs marines. Tandis que Mars baignait déjà dans l'eau, notre planète ne connaissait ni flore, ni faune, uniquement une vie primitive luttant pour exister. Ainsi, Mars a pris une avance décisive dans la course à l'émergence de la vie. Son atmosphère, bien plus dense, aurait pu retenir suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les vastes réseaux de vallées, ces cicatrices monumentales dans le paysage rouge, témoignent d'une histoire marquée par les pluies, les fleuves et les lacs. Et de gigantesques astéroïdes continuaient de percuter la planète, emportant peut-être avec eux des molécules organiques. Mais si cela est fondé, que s'est-il donc produit? Et où la vie est-elle passée? Une étude récente de la NASA révèle que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Les astronomes imaginaient qu'un bouleversement avait frappé Mars, un événement cataclysmique, et son doux climat se serait évanoui. Son atmosphère se serait raréfiée. Privée d'un champ magnétique robuste tel que celui de la Terre, la planète aurait vu le rayonnement solaire éroder son enveloppe gazeuse, la laissant froide et aride. L'océan s'est tout simplement évaporé. Une partie de l'eau s'est échappée dans l'espace, tandis que le reste s'est figé dans le sous-sol, ou s'est retrouvé piégé au sein des calottes polaires. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un vestige spectral, des canaux asséchés et des dépôts salins. Pourtant, il semble que cette transformation n'ait pas été soudaine. Elle s'est opérée au fil de millions d'années, alors que la planète passait d'un monde chaud et humide à un désert froid et désolé. En réalité, Mars a conservé ses océans même après que les températures ont chuté sous le point de congélation. Certaines régions, notamment les basses terres du Nord, auraient pu demeurer humides pendant de nombreux siècles. Mais l'eau ne devrait-elle pas geler en dessous de 0 degré? En principe, oui. Toutefois, plusieurs facteurs auraient pu retarder ce phénomène. L'épaisse atmosphère de Mars, bien sûr, mais aussi la circulation d'eau tiède à travers des courants souterrains ou de surface. Et pendant cette période évoquée plus tôt, du Noachien jusqu'à la fin de l'Hespérien, la vie aurait très bien pu trouver un chemin. Sur Terre, les microbes prospèrent dans des conditions extrêmes, sous les glaces antarctiques, dans les sources hydrothermales abyssales, ou encore dans des lacs volcaniques chargés de toxines. La vie se moque bien de tels obstacles. Ainsi, ces époques martiennes auraient pu lui être propices. Mais ne vous y trompez pas, Mars n'a jamais été un Éden luxuriant. Même durant ses phases dites tempérées, elle ne ressemblait en rien à une planète verdoyante. Dans ses jeunes années, elle présentait des conditions plus extrêmes, plus proches de celles de la Terre primitive. Au cours de l'époque noachienne, elle était certes chaude, mais également humide. Puis le climat a basculé vers l'Hespérien. Les océans s'étendaient alors sur les basses plaines du Nord. Les températures ont chuté et la neige s'est accumulée, formant d'immenses glaciers dans l'hémisphère sud, métamorphosant la planète en un désert glacé. L'existence d'une vie microscopique à cette époque est plausible.
Mais une civilisation intelligente, c'est nettement moins probable. Le carré devenu viral ne constitue en rien une preuve de vie intelligente. Et voici pourquoi. Tout d'abord, beaucoup s'alarment à l'idée que la nature ne trace pas de ligne droite. Or, cette affirmation est fausse. En vérité, la nature en génère fréquemment. Prenez par exemple la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, une étendue spectaculaire de colonnes hexagonales en basalte. Ce phénomène est entièrement naturel, résultat direct d'une activité volcanique ancienne. On peut également citer la Tour du Diable, dans le Wyoming. Vous vous souvenez sans doute du film Rencontre du troisième type, sorti dans les années 80. Cette structure rocheuse symétrique s'est formée par simple érosion. Vue depuis l'espace, elle semblerait pourtant artificielle. Alors, que penser de ce carré? Il pourrait tout simplement s'agir d'un schéma de fracture dans la roche, ou d'un terrain fissuré en ligne droite sous l'effet de la contrainte. Ce type de formation est courant sur Terre, lorsque la roche se dilate ou se contracte avec le temps. Sur Mars, où le sol subit en permanence l'impact de météorites, les vents violents et des écarts de température extrêmes, de telles contraintes sont inévitables. Il s'agit ici d'un cas typique de pareidolie, ce biais cognitif qui pousse notre cerveau à détecter des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est un mécanisme que l'évolution a favorisé. Voilà pourquoi nous croyons parfois discerner des visages dans des troncs d'arbres, des animaux dans les nuages, ou des silhouettes dans des formations naturelles. Par ailleurs, la NASA photographie Mars depuis des décennies. Nous disposons d'images en haute résolution de cratères, de chaînes montagneuses, de vallées, de lits asséchés. Une civilisation ancienne n'aurait-elle pas laissé derrière elle, disons, quelque chose d'un peu plus probant qu'un simple rocher carré? Même en tenant compte de l'érosion, nous devrions repérer davantage d'indices. Routes, fondations, objets, ruines, au moins une trace tangible. Cela dit, il est vrai que l'on perçoit bien quelque chose. Ce carré n'est pas le premier phénomène martien à nous troubler. Au fil des années, on a cru identifier toutes sortes de choses, des tunnels au visage sculpté, et même Bigfoot, ou encore cette ouverture, parfaitement rectangulaire, semblable à une porte. C'est précisément ce que le public a cru apercevoir dans l'image des falaises orientales du mont Sharp, transmise par Curiosity. On pourrait presque y voir un ancien passage menant vers les profondeurs, comme s'il suffisait d'y entrer pour découvrir une base souterraine. La NASA a décidé d'examiner cette étrange ouverture de plus près. Résultat. Elle ne mesure que 30 cm de haut pour 40 cm de large, soit la taille d'une chatière. Ce que nous observons n'est donc pas une entrée, mais une fracture ouverte, une fente dans la roche formée naturellement avec le temps. Ce type de fissure est extrêmement répandu, aussi bien sur Terre que sur Mars. Il résulte de tensions dans le substrat rocheux, qui peut se dilater, se contracter ou s'éroder sous l'effet du vent et des siècles. Si vous traversiez un désert terrestre, vous croiseriez quantité de formes analogues. Les canyons, les falaises, voire les blocs de pierre présentent souvent des failles qui, sous le bon angle, évoquent des portes. La seule différence, c'est que la NASA ne les photographie pas. Quant à la supposée rectitude des lignes, elle n'était qu'une illusion d'optique due à l'angle de vue. En élargissant le champ, on découvre qu'il s'agit d'une simple entaille, dans une structure rocheuse, bien plus vaste. Songeons aussi au fameux visage de Mars, photographié en 1976 par la sonde Viking 1, alors qu'elle cartographiait la planète. Dans la région de Sidonia, elle a capturé une formation rocheuse d'environ 2 km de long, ressemblant à un immense visage humanoïde. Cette image à elle seule a suscité livres, films, documentaires et podcasts. Mais, à l'époque, les caméras embarquées sur les orbiteurs Viking n'étaient guère perfectionnées. La résolution était faible, les détails flous. Les missions suivantes disposaient d'instruments bien plus performants. En 2001, Mars Global Surveyor a revisité la région. Et cette fois, plus aucun doute n'était possible. Le visage n'était qu'une colline. Une structure rocheuse irrégulière, marquée de crêtes et de creux modelés par les vents et l'érosion. En 2006, une autre mission a permis de capturer une image en couleur, d'une précision remarquable, et le moindre vestige de visage s'était dissipé. Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars.
Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes. Mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ses pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge, ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète.
Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire. Et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée.
Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient ce que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Hog-Wallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou,
Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique. Mars est une planète aride, rocheuse et stérile. Il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la planète rouge aurait pu avoir un paysage similaire au nôtre. Mais les scientifiques pensent que c'était le cas il y a des millions d'années et que Mars abritait alors de vastes océans d'eau liquide. Début 2021, la NASA a envoyé son rover le plus avancé sur la planète rouge. Sa mission est de rechercher tous les signes de vie microbienne qui puissent suggérer le passé de cette planète. Ils ont nommé le rover Perseverance, ou Percy pour faire court. Même l'atterrissage initial de Percy sur Mars a été une avancée scientifique. Le rover s'est posé en utilisant l'autonavigation ainsi que des caméras embarquées pour suivre la surface de la planète et trouver l'endroit idéal pour se poser. Cela aide les scientifiques à déterminer les meilleures options d'atterrissage pour les futures missions sur Mars. Percy parcourt actuellement la planète rouge, guidé par un nouveau système d'autonavigation très avancé. Il passe la majeure partie de ses journées à analyser les formations rocheuses. Percy est équipé d'un laser de pointe qui tire un minuscule rayon dans les roches. Le laser crée un plasma à partir des échantillons rocheux. Ensuite, le spectrographe embarqué de Percy analyse le plasma pour identifier la composition chimique de la roche. Deux des découvertes les plus importantes de Percy jusqu'à présent sont des roches qui ont été surnommées Maz et Yigo. Ces mots viennent du dialecte navajo en hommage à un ingénieur de la NASA de la tribu amérindienne des Navajos. Maz signifie Mars et Yigo signifie diligent. Ces deux roches ont une composition semblable à celle du sel, ce qui signifie que ce sont des roches ignées. Si tu n'es pas familier avec les espèces de roches, sache que le terme igné signifie que la roche a été formée à partir d'une éruption volcanique. La forme actuelle de Maz et Yigo suggère qu'elles ont été moulées par un environnement aqueux. Cela pourrait être la preuve que Mars était autrefois rempli d'eau. Une autre chose intéressante découverte récemment a été surnommée Arbor Seal, autrement dit le phoque. Il s'agit d'une roche sombre et lisse qui, selon les scientifiques, a été sculptée par de puissants vents du nord-ouest et qui ressemble à cet animal marin 6 joueurs. Depuis des décennies, les scientifiques ont émis des théories sur les vents et les conditions météorologiques sur Mars. Cette découverte semble confirmer leur modélisation météorologique actuelle de la planète. Percy a envoyé plus de 20 000 images depuis son arrivée sur Mars en février, y compris un selfie qui a mis Internet en émoi. Des fichiers audio ont également été envoyés depuis la mission sur Mars.
Pour la toute première fois, nous pouvons écouter les sons ambiants sinistres des vents extraterrestres sur le paysage martien. Tout cela grâce au microphone embarqué du rover. Pour la toute première fois également, de l'oxygène a été produit à l'aide de la technologie humaine sur une autre planète. À l'intérieur de Percy se trouve une boîte plaquée d'or de la même taille qu'une batterie de voiture. C'est l'unité MOXIE. MOXIE est l'acronyme de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Oui, c'est un peu long à dire. L'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone. L'unité MOXIE diffuse le dioxyde de carbone et grâce à un processus chimique complexe, le transforme en oxygène. L'unité a produit une quantité modeste, mais tout de même historique, de 5 grammes d'oxygène. Cela équivaut à environ 10 minutes d'air respirable. C'est aussi un bon signe en vue de ce que l'on pourrait faire à l'avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour MOXIE pourra produire suffisamment d'oxygène pour alimenter une colonie humaine sur Mars. Pour l'instant, les scientifiques se concentrent davantage sur le fait que MOXIE produise suffisamment d'oxygène pour créer du carburant pour fusée. Pour propulser un vaisseau spatial moderne de taille standard sur Mars, il faudrait 7 tonnes de carburant pour fusée et 25 tonnes d'oxygène. Ce serait bien trop lourd pour qu'un vaisseau spatial puisse les apporter depuis la Terre. Donc, s'il doit y avoir un jour une mission habitée vers et depuis Mars, il doit y avoir un moyen de créer du carburant sur la planète. Pour ceux qui s'inquiètent de la solitude de Percy, il a en fait un compagnon spécial avec lui. Rangé à l'intérieur du rover lors de sa descente vers Mars, il y avait un petit hélicoptère coûteux nommé Ingenuity, mais appelons-le Genie pour faire court. Le développement de ce mini-hélicoptère a coûté 80 millions de dollars à la NASA. Mais chaque centime en a valu la peine, car Genie est entré dans l'histoire en effectuant le premier vol de drone motorisé sur un autre monde. Genie a été un exploit scientifique car les ingénieurs ont d'abord lutté pour concevoir un hélicoptère assez petit pour être rangé dans un rover interplanétaire, mais assez puissant pour s'envoler depuis une autre planète. Après le succès de Genie, les scientifiques collectent maintenant les données de cet hélicoptère unique en son genre pour aider à la conception de micro-drones intelligents ici sur Terre. L'hélicoptère est utilisé pour explorer les terrains qui ne conviennent pas au rover. Genie plane au-dessus du paysage martien afin de collecter des données et prendre des photos aériennes à renvoyer sur Terre. Genie est alimenté par des panneaux solaires situés au-dessus des pales du rotor. Les scientifiques craignaient que les panneaux ne soient recouverts d'une épaisse couche de poussière martienne et que l'hélicoptère ne soit plus alimenté. Heureusement, le flux d'air provenant des pales nettoie automatiquement les panneaux solaires de Genie. À l'intérieur de ces mécanismes, Genie transporte un petit morceau de tissu de la taille d'un timbre-poste provenant de l'avion historique de 1903 des frères Wright. C'est un hommage aux pionniers de l'aviation. Le rover Curiosity a atterri pour la première fois sur Mars en 2012 et erre sur la planète rouge depuis plus de 12 ans. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter la vie comme l'a été Perseverance, mais plutôt pour déterminer si Mars possède les éléments nécessaires au développement de la vie. Cela comprend des éléments comme de l'eau liquide, du carbone et des sources d'énergie. Curiosity a trouvé un site que les scientifiques ont appelé la baie de Yellowknife. Ce site abritait autrefois un lac. Le rover a découvert des minéraux laissés par les eaux, montrant que l'eau du lac n'était ni trop acide ni trop salée. Elle aurait eu un pH équilibré. Du carbone, de l'azote et d'autres éléments qui pourraient potentiellement soutenir la vie ont tous été trouvés dans le cratère de l'ancien lac. Et le plus important, c'est que Curiosity a trouvé des sources d'énergie potentielles pour la vie microbienne. Alors peut-être qu'il pourrait bien y avoir une vie sur Mars après tout. Curiosity est entré dans l'histoire en étant le premier rover martien à être témoin et à mesurer une tempête de poussière à l'échelle planétaire. Tout comme sur Terre, le vent souffle constamment sur Mars et érode les couches géologiques. Cela crée beaucoup de poussière qui finit par former de gros nuages. Les nuages de poussière absorbent la lumière du soleil et se réchauffent, ce qui rend les vents plus intenses. Sans pluie ni océan, les nuages deviennent parfois si gros qu'ils enveloppent toute la planète et créent une tempête de poussière géante. En 2018, Curiosity a assisté à l'une de ces grandes tempêtes depuis la surface martienne. Il a constaté que la lumière du soleil sur la planète avait diminué de 97% et que de nombreuses grandes dunes de sable avaient été laissées derrière lui. Curiosity a passé plus de 10 ans à mesurer les radiations de l'environnement martien. Cela permet aux scientifiques de déterminer si les humains peuvent visiter la planète rouge en toute sécurité sans être irradiés.
Jusqu'à présent, les nouvelles sont encourageantes et les niveaux de radiation de Mars sont comparables à ceux que connaissent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cela signifie que les astronautes pourraient endurer un aller-retour de longue durée sans avoir à trop s'inquiéter des radiations. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. Ce volcan géant mesure 22,5 km de haut, soit environ 2,5 fois la taille du mont Everest. Le volcan s'est formé il y a des millions d'années, à une époque où Mars était rempli d'innombrables volcans, crachant de la lave en fusion sur la surface de la planète. Olympus Mons est un volcan bouclier, donc plutôt que de cracher violemment de la lave et des flammes dans les airs, la lave s'écoulait lentement le long des parois du volcan. C'est ce qui lui donne son aspect bas et trapu et une pente moyenne de seulement 5%. Âgé de seulement quelques millions d'années, Olympus Mons est encore un volcan assez jeune. Pour cette raison, les scientifiques pensent qu'il pourrait potentiellement être encore actif. Il pourrait donc entrer en éruption à un moment donné dans le futur. Le rover Curiosity ne se contente pas d'observer la géologie locale, il prend aussi note de ce qui se passe dans le ciel. En mars 2021, il a capturé ces couleurs chatoyantes et iridescentes dans le ciel, appelées nuages nacrés. Ce phénomène coloré se produit généralement peu de temps après la formation des nuages, lorsque toutes les particules du nuage ont une taille presque identique. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon?
il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête, waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeants de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicate, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent? Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara,
le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque les torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas. Donc, ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique. La photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre. Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Sidonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi
et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire. Et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres. Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche. Donc, il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin, car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années.